Ah, nous avons l'antenne ouverte. Nous allons pouvoir parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, puisque vous savez que lundi et mardi, c'est la conférence à Paris sur l'intelligence artificielle. Alors déjà, bonjour à vous toutes et tous. Et donc, on a choisi de marquer le coup, si je puis dire, en parlant de capital humain. Alors, le capital humain et intelligence artificielle. Alors, on va voir si on a des points de concordance entre les deux sujets. Nous sommes dans la troisième édition déjà, troisième épisode du cycle de conférences Patriota. On est au mois de février, déjà 3 conférences. Aujourd'hui, donc, on va parler, comme je vous le disais, de capital humain. Alors, on s'est mis un petit titre racoleur en sous-titre qui est valoriser le capital humain à l'heure de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il était de bon ton de le faire. Bien évidemment, j'ai interrogé Mistral AI pour savoir ce qu'il pouvait nous dire sur les connexions entre ces deux sujets. Alors, en espérant qu'il n'ait pas halluciné, Mistral nous a dit qu'effectivement, il y avait des points de concordance sur la rétention des talents, sur une meilleure compréhension des besoins des salariés, tout en faisant bien sûr en donnant une attention particulière à la problématique de déshumanisation par un emploi systématisé de l'intelligence artificielle. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas complètement lancé le sujet. Le lancement, ça sera Cédric Marc, qui est notre géo du jour, hein, notre, alors géo ou GA, notre gentil Bon, animateur bah, du jour. moi, j'ai mis la cravate par contre aujourd'hui. Qui va essayer d'animer ce débat avec sous deux axes. Donc, bien sûr, cet axe qu'on a évoqué pour être dans le moment, et puis aussi de confronter les positions de deux grandes maisons de gestion sur à la fois un investissement en titre coté et en titre non coté. Pour ce faire, nous avons la chance, à côté de Cédric, d'avoir Marc Romano, que vous connaissez tous, qui est responsable de l'Impact Private Equity Fund chez, bien sûr, Mirova, et puis Michel Escalera, qui est le directeur général de Palatine Asset Management, que tout le monde connaît aussi très bien. Bonjour messieurs, merci à vous de votre Bonjour. participation. Et une fois de cette courte et folle introduction, je laisse le ballon à Cédric. Eh bien, merci Pascal pour cette introduction. Moi, je suis quand même rassuré que tu aies cité Mistral, c'est bon signe. Il faut faire un peu de patriotisme économique en ce moment et c'est super important. Je ne le faisais Euh, pas, c'était pas bon, donc j'étais obligé quelque part. En tout cas, Michel Escalera et Marc Romano, je suis ravi de passer une petite quarantaine de minutes avec vous pour essayer de créer une passerelle entre capital humain et intelligence artificielle. Et moi, pour ma part, voyez-vous, j'ai été dans mon adolescence baigné par la fameuse phrase qu'on connaît tous de Baudin, il n'est de richesse que d'homme. Et lorsque j'ai lu il y a quelque temps une phrase du pape de la gestion financière, pour ma part, qui est Warren Buffett, et Warren Buffett nous disait en 2024 que l'intelligence artificielle va changer le monde plus que tout ce qu'on a vu auparavant. Donc je me dis que créer une conférence entre le capital humain et l'intelligence et l'investissement en comment dire en intelligence artificielle en pleine semaine du sommet de l'intelligence artificielle, eh bien Pascal a eu le nez creux. Donc sans plus attendre, moi je voudrais vous poser une question à tous les deux, Marc et Michel. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle a sa place? Est-ce que pour vous, c'est un critère clé de notation d'une entreprise en matière de bien-être humain pour être sélectionné dans vos portefeuilles? Qui veut Ah, commencer? moi, je veux bien me lancer. Je pense que Marc a plus à dire là-dessus parce que je sais qu'il a passé une journée hier justement à la journée de l'intelligence artificielle au Grand Palais. Mais alors nous, c'est pas un critère de notation, hein, l'intelligence artificielle en tant que telle, mais c'est embarqué absolument dans tout ce qu'on peut analyser. L'intelligence artificielle, il faut le voir, enfin en tout cas, moi je le vois modestement comme un outil ou une boîte à outils plus précisément
Et une boîte à outils, ça permet de réussir ce qu'on entreprend. Hein. Et en l'occurrence, l'intelligence artificielle, l'approche la plus basique, c'est ça permet de réaliser, d'accélérer des fonctions qui sont souvent pas les fonctions à plus forte valeur ajoutée, et de ce fait de libérer du temps pour se concentrer sur d'autres fonctions à plus grande valeur ajoutée. Donc, dans ce sens-là, c'est un améliorateur de conditions de travail, donc de qualité de vie au travail. Donc, c'est un déclencheur. Il faut évidemment le gérer parce que ça peut intervenir à plusieurs stades de la chaîne de valeur, et bien réfléchir comment à chaque stade, ça peut être un outil sur lequel on peut s'appuyer pour améliorer la qualité de vie au travail. Quand je vous écoute, Michel, j'ai l'impression en fait que le message, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, ça va nous permettre de devenir des salariés ou des entrepreneurs 3.0. En quelque sorte, ouais. en quelque sorte. C'est oui, c'est le choc du mot, mais oui. Marc, est-ce que une contribution de votre part sur cette thématique? Oui, alors nous, on est fondamentalement un fonds à impact. Donc nous, on va s'intéresser plutôt aux externalités des entreprises et dans nos critères de sélection. Et effectivement, l'intelligence artificielle, elle est très présente dans beaucoup d'entreprises qu'on regarde. Et d'ailleurs, il y a une stat que j'ai citée hier lors d'une intervention que j'ai faite, c'est si on regardait notre pipeline, donc les opportunités que nous regardions, en 2021-2022, on trouvait le mot IA dans à peu près 5%. L'an dernier, c'est dans un tiers. Et je pense que cette année, ça va être encore plus. Et clairement, sur des sujets comme par exemple la gestion des compétences clés dans les entreprises, où il y a, pour jargonner, de l'HR Tech, on trouve pas mal d'IA. En éducation, on trouve de l'IA aussi. Donc, en fait, l'IA, c'est un outil qui est en train d'être présent partout et qui est singulièrement utile quand on parle de capital humain. Bon, Michel, vous, au sein de Palatine Asset Management, en fait, vous êtes convaincu qu'investir dans les grandes entreprises européennes, les plus responsables en matière d'emploi, en fait, c'est générateur de plus-value sur long terme. Donc, en quoi, sur quoi s'appuie cette analyse? Alors, Cédric, vous avez cité la phrase de Jean Bodin qui, en fait, sert d'introduction à une des études sur laquelle je vais revenir. Alors, nous, on est parti d'abord de l'interrogation. Pourquoi il y a autant de fonds environnementaux et si peu de fonds sociaux? Donc, la question qui se pose, c'est comment, à travers du social, quel social et comment, évidemment, on peut créer de la performance. Et on est tombé dans nos travaux de recherche sur une étude réalisée aux États-Unis, sur la décennie 2010 par des universités américaines sur la remontée des enquêtes Glassdoor, qui sont des enquêtes réalisées pour les salariés sur la qualité de vie au travail et qui permettent de déterminer ce qu'ils appellent les best places to work. Dans ces études, ce que ça met en évidence, et c'est quand même assez étonnant, en tout cas ça interroge, ce n'est pas une preuve évidemment, c'est que sur cette décennie-là, la performance annuelle des entreprises Best Place to Work s'est située un tout petit peu au-dessus de 20%, contre une performance du S&P autour de 12,9%. Donc un écart de performance qui est totalement énorme. Donc, qu'est-ce que ça peut conduire à penser, et comment on pourrait utiliser donc et établir ce lien positif entre l'emploi de qualité, la qualité de vie au travail, c'est quand même un reflet, et donc la performance financière des entreprises. Donc, on est parti comme ça. On a commencé à construire un process sur ces bases-là. On a travaillé avec une société qui nous a permis d'avoir une centaine de métriques quantitatif pour la plupart et qualitatif aussi. Le quantitatif, pour nous financiers, c'est extrêmement important et qui nous permettait aussi d'avoir une traçabilité là-dessus. Plus récemment, il y a 2 ans maintenant, McKinsey a actualisé une étude qu'ils conduisent depuis très longtemps et qui en fait a convergé complètement sur notre
façon d'appréhender le sujet, puisqu'ils ont catégorisé 1500 entreprises sur le plan mondial, dans 4 grandes catégories. Et sur ces 4 grandes catégories, c'est intéressant donc de voir que tous secteurs d'activité confondus, évidemment, des sociétés plutôt grandes, supérieures au minimum à 100 millions de chiffre d'affaires, mais souvent beaucoup plus. 55% des entreprises sont tombées dans un modèle qui s'appelle organisation conventionnelle. Donc des entreprises qui n'ont pas de marqueur particulier sur une dimension ou une autre. Ensuite, ils ont classé 21% des entreprises dans ce qu'on appelle organisation focalisée sur les résultats. Elles sont évidemment beaucoup plus performantes en termes de stabilité, de rentabilité, de résilience, de résultats financiers. Tous leurs ratios sont meilleurs. 15% des entreprises se sont situées dans une catégorie qui s'appelle focalisée sur donc le développement des collaborateurs, et celle-ci aussi, alors évidemment pas les mêmes métriques, mais des métriques financières plutôt meilleures que les entreprises conventionnelles. Et ensuite, il y a les grands gagnants. C'est 9% des entreprises qui sont dans ce qu'ils appellent organisation à double focale et qui conjuguent les deux. Et alors là, c'est extraordinaire. Je vous invite à regarder cette étude, tous ceux qui écoutaient aujourd'hui, parce que là, on a vraiment un alignement des intérêts et surtout un levier de performance, mais d'abord financière. Ce n'est pas seulement les gens se sentent mieux, mais on crée vraiment ce cercle vertueux où il y a une amélioration de la qualité de vie au travail, de la prise en compte, de l'accompagnement des salariés dans leur montée en compétences. Ça améliore la productivité, ça améliore l'innovation, ça rend ces entreprises donc économiquement plus solides, et ça, c'est de la valeur financière à moyen long terme. Et c'est ce lien qui a été établi. Alors ça vient plus corroborer. Et c'est ce qu'on recherche à faire, nous, chez Palatine, lorsqu'on parle d'emploi durable comme moteur de performance financière, voire comme levier de performance financière à moyen long terme. Et moi, ce que je pense qu'effectivement, par rapport à ce que vous voulez dire, c'est que ça attire les talents. C'est-à-dire qu'une entreprise qui favorise le bien-être au travail, et on a tous en France, et je pense que ceux qui nous écoutent, qui sont chez l'entreprise, ils sont confrontés à ça, surtout dans notre métier, la gestion de patrimoine, on est confronté à attirer des talents, et il faut qu'ils soient bien pour effectivement, comme vous disiez, améliorer la productivité et l'innovation, et donc dans votre entreprise, la performance financière. Et les retenir, Cédric, si je peux me permettre, parce que justement, l'accompagnement du salarié dans l'entreprise, par la formation notamment, mais pas que, par un éventail de sujets, finalement, permet de le retenir. Et la rétention, c'est extrêmement important parce que ça a un coût financier. L'attrition a un coût financier extrêmement important pour l'entreprise. C'est évident. Marc, au sein de Mirova, j'ai entendu tout à l'heure que vous insistiez sur la gestion à impact. Alors, quels sont les différences essentielles avec un investissement durable et comment est-ce que cela se matérialise dans votre stratégie d'investissement? Alors, je ne sais pas comment le dire bien. Je pense que c'est peut-être le durable 2.0, puisqu'on parle digital. Je pense que il y a une dimension, c'est comment les entreprises conduisent leurs activités. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ESG. C'est comment elles impactent l'environnement, la société et leur mode de gouvernance. Mais il y a aussi quelles sont les externalités qu'induisent leurs produits sur l'environnement et la société. C'est ce que nous, on appelle impact. Et donc, quand nous, on va investir dans une entreprise, on va regarder quelles sont les conséquences induites par l'activité de l'entreprise. Je vais prendre un exemple très simple. Si je m'intéresse à une entreprise qui fait de la formation professionnelle, je sais qu'elle va avoir un impact positif au niveau social parce qu'elle va permettre de remettre des gens au travail, par exemple. Si je fais une entreprise qui, dans le domaine de l'environnement, induit une diminution des émissions carbone, eh bien, il y aura par sa valeur ajoutée, on aura donc un impact positif sur l'environnement. Donc, nous, dans notre boîte à outils d'investissement, on va regarder sans aucun compromis 2 dimensions. La première qui est le return financier, parce que si les entreprises ne sont pas performantes, de toute façon, leur impact ne sera pas durable. Et
leur contribution positive à la société. Et en fait, d'ailleurs, notre thèse d'investissement et notre conviction très forte, c'est que les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que ces entreprises qui développent des solutions avec un impact positif sur l'environnement et la société sont portées par des tendances très fortes, qu'elles soient réglementaires, sociétales, consuméristes, qui nourrissent leur croissance et donc leur valorisation. C'est bien qu'on aime bien en ce moment faire un peu de bashing en disant les investissements sustainable sont moins attractifs que d'autres. Nous, on pense que, en particulier dans notre domaine du non-coté, au contraire, c'est un moteur de performance. Et on le démontre sur les entreprises qu'on a dans nos portefeuilles. Et c'est vrai que d'ailleurs, j'en profite dans ce cas-là pour poser une question à Michel. C'est vrai que depuis quelques années, on parle dans le cycle ESG beaucoup de E, environnement, on parle de peu de S, de social. Michel, le contexte économique actuel, est-ce que selon vous, il est propice à un regain d'attractivité sur les sujets sociaux? J'imagine que vous allez me dire oui. Mais... Ouais, non, alors, plus qu'un regain, c'est un peu un déclenchement, hein, Cédric, que je vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une, je pense qu'il y a une confusion, hein, entre la gestion du capital humain et donc cette dimension sociale, hein, qu'on peut activer et le solidaire. Et je ne les oppose pas, hein, je ne dis pas qu'il y en a un qui est bien. Ouais, c'est important de dire ça, vous avez raison. Voilà. Et je n'oppose pas non plus l'environnement et le social, parce que on voit que même la réglementation, hein, qui est parfois, dont on se plaint un peu, qui est parfois un peu contraignante, qui cherche aussi ses marques, enfin on n'est pas dans des sujets faciles, que la réglementation, notamment européenne, je pense, mais aussi les labellisateurs, cherchent à réconcilier les deux dimensions. Hein, alors là, je vais faire un peu de barbarisme, mais le fameux DNSH, Do Not Significantly Harm, qu'il faut dans la SFDR donc vérifier les 14 externalités, hein, pour qu'il n'y ait pas finalement du social qui soit fait au détriment de l'environnemental ou inversement. Hein. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, enfin ce qu'il faut voir, et ça c'est un fait, hein, il y a énormément de fonds environnementaux. Je dirais que la quasi-totalité des fonds ESG, quand on pense ESG, on pense environnemental. Et il y a très peu de fonds sociaux. Nous, on en a compté environ une dizaine sur le marché français. Je parle des actions cotées, évidemment. Donc c'est très très peu, et c'est même pas comparable, parce qu'on en a des internationaux, plus avec des biais small cap, des Français, des Européens. Dans les 10, je compte cet ensemble. Donc je crois qu'il y a un sujet de pédagogie, hein, et donc c'est balbutiant, donc c'est normal qu'il y ait un sujet de pédagogie. L'application de la réglementation en matière d'identification de la durabilité, des préférences de durabilité du client, c'est encore très récent. C'est pas maîtrisé, c'est pas, je pense, hein, je parle sous votre contrôle. C'est l'objet de la conférence, hein. Il faut parler. Et puis, par contre, juste une remarque, Michel, c'est que nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, chaque année, on est obligé de faire des formations, et puis, et on nous en parle, et c'est vrai qu'il faut éduquer les promoteurs que nous sommes pour accompagner les clients dans leur réflexion. Donc, votre formation, effectivement, elle est indispensable. On a pu participer récemment justement à des sessions de formation, hein, avec une chambre, je crois que ce n'est pas celle à laquelle vous appartenez, donc je ne ferai pas de publicité à Coburn, mais on serait ravis de participer avec vous aussi. Mais il y a un vrai sujet, et le premier sujet, c'est tellement complexe, il y a tellement d'acronymes, il faut d'abord contrôler, et l'acronyme, ce n'est pas très vendeur, hein, c'est l'étape préliminaire. Je pense qu'il faut pouvoir aller plus loin, il faut s'approprier le sujet. Et s'approprier le sujet, c'est aussi y croire pour être une force d'entraînement vers le client, puisque les CGP, que je connais depuis très longtemps, sont une population, hein, si je peux appeler ça comme ça, qui a un rôle essentiel à jouer d'éducation et d'entraînement. Une vraie courroie de transmission. Hein. Ouais, je pense qu'on est une vraie courroie de transmission. Hein. Ouais, c'est clair. Et, le client a besoin de vous pour comprendre l'enjeu. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il ne le comprend pas. Et le premier enjeu, je pense, c'est un enjeu de performance. Et donc,
Ce qu'il faut réussir à établir, un petit peu comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, c'est le lien entre ces pratiques, hein, leur prise en compte dans un portefeuille, comment elles peuvent s'illustrer dans un portefeuille, et la performance financière qu'on va pouvoir créer, en plus du sens qu'on va donner à l'investissement. Et je pense, si Cédric, vous m'autorisez bien sûr, d'intervenir là-dessus, je pense qu'il faut regarder aussi l'histoire. Et le début des fonds impact, et peut-être même d'ailleurs des fonds un peu sustainable, c'était des fonds qui étaient très sociaux, où en fait, il y avait l'idée qu'on abandonnait de la performance pour avoir un impact social. Et donc, il y a eu un certain nombre de produits qui ont très bien rendu leur objet en permettant de supporter des activités qui relevaient quasiment du caritatif, mais qui n'avaient pas des performances financières comparables à d'autres segments. Et je pense qu'une des difficultés qu'on a avec le capital humain et le sociétal par rapport à l'environnemental, je pense que les 10 dernières années ont permis de bien ancrer dans l'esprit, même si il peut y avoir de temps en temps des phénomènes de marché locaux, qu'il y a un vrai moteur de performance lié à la transition environnementale, parce qu'il y a des business, il y a des activités, il y a des choses réelles qui se créent. Alors que sur le capital humain et sur le sociétal, il y a un peu cette rémanence de ces fonds sociaux qui ont été déceptifs en performance. Et donc, on a un travail pour expliquer ce que fait Paladin, ce qu'on fait nous, Mirova, avec notre fonds Mirova Impact Life Essential, qui est de dire, non, vous avez aussi des vrais business models. Quand vous investissez dans une entreprise, par exemple, premier investissement, Neo Silver, qui est une entreprise qui développe des activités dans les lieux de vie pour personnes âgées, pour ne pas dire EHPAD des maisons de retraite. D'autant plus qu'on est tous confrontés avec nos parents là-dessus. Hein. Avec nos parents, on sait qu'on améliore le bien vieillir, qu'on améliore les conditions de vie, mais en fait, c'est des vrais business de plateforme avec des vrais revenus et une vraie profitabilité, et qui sont portés par des tendances, qui sont fortes et qui nourrissent leur croissance. Donc, une fois qu'on arrive à démontrer ça, je crois qu'on arrive à reparler de capital humain et de sociétal. Et c'est l'effort qu'on doit faire. Et de performance financière. Et donc de performance financière, parce que s'il n'y a pas de performance financière, de toute façon, non mais vous achetez pas, mais les entreprises ne sont pas durables, et donc de toute façon, il n'y a pas d'impact durable. Donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, on est dans un monde économique, et si on veut que des solutions perdurent, il faut qu'elles soient profitables. Et si elles sont profitables, elles induisent un rendement. Et si elles induisent un rendement, on a une chance, j'espère, de vous convaincre, vous et vos collègues, de flécher les investissements et donc d'apporter le carburant dont ont besoin ces entreprises. Avec, Marc, cette jolie photo de fond d'écran qui mélange de la verdure et des tours, je crois reconnaître la ville derrière. Ça me permet de faire une référence avec la loi Industrie verte qui a été mise en application cet hiver. Est-ce que pour vous, Marc, je dirais la loi Industrie verte, elle va donner un coup de pouce elle donne un coup de pouce aux actifs réels. Et est-ce que vous, au sein de Mirova, vous allez pouvoir en profiter? Alors, nous, on est effectivement, je pense qu'une des dimensions de la loi Industrie verte, la finance, elle fonctionne avec deux digues qui permettent de la rendre très utile. Il y a la réglementation et puis l'appétit de nos clients. Donc, il faut les deux pour que ça fonctionne bien. Et la loi Industrie verte, elle incite, entre autres, les assureurs à augmenter, incite, entre guillemets, la quantité de private equity dans leurs unités de compte, et donc elles rendent de facto plus accessibles ces produits à des clients privés. Nous, chez Mirova, on est une société à mission et dans nos missions, c'est de développer l'investissement responsable. Donc, nos produits sont disponibles pour des clients institutionnels, de manière très classique, mais également pour des clients privés. Et un point auquel on est très attaché, c'est que c'est le même produit. On n'a pas fait un produit dégradé pour les clients privés. C'est le même portefeuille qui est proposé à nos clients institutionnels et à nos clients privés. Et pour le proposer à nos clients privés, on a différents formats. On a un format, je dirais, qui est plus pour des clients fortunés, puisque le ticket minimum est de 100 000 €.
Mais on a aussi un format FCPR qui est référençable en assurance vie et qui, là, permet d'accéder aux produits à partir de 1 000 €. Et donc, en fait, on est très content de cette loi industrielle parce qu'elle facilite ou elle rend plus dynamique le dialogue avec nos partenaires assureurs pour leur référencement et elle rend, je pense, les produits plus accessibles pour les clients. Et en fait, tout ça est vertueux puisque ces entreprises, pour se développer, ont besoin de capital et donc les rendre plus accessibles au plus grand nombre, il nous semble que ça va dans le bon sens. D'ailleurs, je vous poserai la question, je ne sais pas si vous l'avez tout de suite, mais je pense que ça intéresse les CGP qui écoutent, de savoir où seront éligibles ces fonds en assurance vie française. Donc ça, si vous l'avez, je ne l'ai pas encore de manière totalement confiante. Alors, le premier fonds environnement était chez les plus grandes plateformes, Generali, Suravenir, Sperica. C'est pas d'en faire la même chose sur le. Même chose, d'accord. Ouais, et d'avoir des nouvelles plateformes qui nous rejoignent. Voilà. Donc, ce que je vous invite d'ailleurs, messieurs, sur la plateforme Patrimeta, c'est que quand vous avez cette information-là sur votre stand, vous n'oubliez pas de mettre le tableau d'éligibilité. Michel, vous avez fait référence à une étude américaine. C'est la même chose, le lien, il faut le poster parce que c'est l'objectif de la plateforme, de tout Patrimeta, de tout concentrer en un seul lieu les différentes informations que l'on a envie de mettre en avant sur chacun des stands. C'est noté. Michel, ok, bah merci en tout cas. Bon, Michel, et une question à tous les deux. Quels sont les critères clés au sein des objectifs de développement durable, alors, qui sont par exemple, je sais pas, l'emploi, la formation, la politique sociale, que vous regardez vous attentivement pour sélectionner une entreprise dans laquelle vous souhaitez investir? Michel, Alors, oui, quelques mots. Moi, je vais donner deux dimensions essentielles. On regarde 7 ou 8 ODD sociaux sur les 17. La moitié sont à peu près sociaux. Enfin, ça dépend comment on classe les choses. Mais l'un d'entre eux, c'est l'éducation, une éducation de qualité. Alors ça, c'est un objectif sociétal, mais voilà, appliqué à l'entreprise. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui font des efforts en la matière, qui créent des filières de formation, voire des écoles, en fait, attirent le talent, mais l'accompagnent aussi, le retiennent, favorisent la mobilité. Donc, une fois qu'ils rentrent dans cette espèce de logique, on améliore énormément de choses, la productivité. La France et l'Europe de demain. Voilà. Et donc, on rentre dans ce cercle, l'amélioration de la productivité, et on favorise l'innovation. Un autre qui est un peu évident et très galvaudé peut-être, mais qui reste néanmoins très important, c'est l'ODD 5 sur l'égalité hommes-femmes à l'intérieur des entreprises. Et là aussi, on regarde des entreprises qui se fixent des objectifs de trajectoire, souvent, parce qu'il y a encore dans la société, même dans des pays comme le nôtre, des écarts importants entre les rémunérations, entre la participation des femmes aux fonctions de direction, conseil d'administration. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on garde parce que là aussi, attirer les talents, accompagner les talents, et puis favoriser l'inclusion, l'intégration et des équilibres à l'intérieur de la société. C'est voilà, pour deux objectifs très clairs. Marc, qu'est-ce que je veux dire? Je remarque que vous avez tous les deux un pins. Marc, qu'est-ce que c'est ce pins? Eh bien justement, c'est les fameux 17 objectifs de développement durable. Parce qu'on ne le voit pas bien, donc il y a 17 couleurs, c'est ça, ouais, super. Ouais, magnifique. Donc, voilà, c'est les 17 couleurs des objectifs de développement durable. Et effectivement, donc ces développements durables qui ont été lancés, c'était l'idée de dire pour réussir la transition, il faut adresser 17 grands enjeux sur lesquels se sont mis d'accord tous les pays. Et ces objectifs de développement durable, c'est vraiment devenu une taxonomie qui est partagée par tous les acteurs pour qualifier quels sont les impacts positifs, avec un peu de chance, qu'on peut avoir sur la société.
Donc nous, par exemple, sur notre fonds sociétal, Mile, on va s'intéresser au 3e, qui est la santé et le bien-être, au 4e, qui est l'éducation et la formation, au 5e, qui a été mentionné par Michel, qui est l'égalité homme-femme, le 8e, qui est d'avoir une croissance et un travail décent, le 10e, qui est la réduction des inégalités, le 11e, qui est d'avoir des villes et des communautés durables, puis le 12e, qui est tout ce qui touche à nos modes de consommation pour avoir des consommations plus responsables. Nous, dans notre fonds, on a 3 grandes verticales. On a une première verticale qui est tout ce qui est santé, bien-être, une deuxième qui est nouveaux modes de consommation, services, et une 3e qui est formation et éducation. Voilà. Et dans la thématique d'ailleurs du Marc, puisque je vous pose la question à vous, donc dans la thématique des fonds à impact au titre du capital ou du bien-être humain, dans votre gamme, qu'est-ce que vous mettez en avant, vous? Eh bien justement, nous on a. Alors nous, notre objectif. Ce fonds-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Mirova Impact Life Essential. L'idée générale de ce fonds, c'est de dire, on avait fait un premier fonds environnement où on investissait dans des entreprises qui induisaient des changements positifs sur le système environnemental. Mais je pense qu'on n'a qu'à lire la presse, et on sait que si on ne réussit pas aussi une transformation de la société, si on ne s'intéresse pas à l'individu, ça ne marchera pas. Et donc, ce second fonds dit, on va accompagner aussi la transition au niveau des individus. On va leur permettre un meilleur accès à la santé, on va leur permettre un meilleur bien-être, bien vieillir ou d'autres éléments liés au bien-être. On va s'intéresser évidemment au mode de consommation, comment on change et qu'on permet d'avoir peut-être une société un peu plus frugale. On va s'intéresser, je l'ai dit, à la formation et l'éducation. Je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais le Shift Project a fait une analyse qui montre qu'à horizon 2030, la transition environnementale va créer 1,5 million d'emplois en France. Bien. Et dans le même temps, ça va en détruire 1 million. C'est colossal comme mouvement à l'échelle d'une société où il doit y avoir 30 millions d'employés. Donc, ce qui veut dire qu'il faut pardonnez-moi de vous interrompre, c'est-à-dire qu'en fait, il faut éduquer, former, il faut développer les ressources humaines, j'imagine, qu'elles soient sensibles à ça. Et d'accord, ok. Il faut comprendre les compétences. Mais est-ce que, Marc, au sein de votre fonds, sur quoi vous investissez? Est-ce que j'ai cru voir dans votre présentation, donc vous investissez sur les boîtes qui sont spécialisées dans l'éducation, la formation, dans tout ce qui est RH, parce que ça, je pense que c'est vraiment malin dans une société qui change. Si vous me dites qu'il y a effectivement il y a des créations d'emplois et des destructions, quoi d'autre? Est-ce que vous parliez aussi de Silvertech? Est-ce que ça c'est Oui, alors nous, on investit dans des entreprises qui développent des innovations et des technologies qui adressent une des dimensions. Donc, je vous ai par exemple cité Nevo Silver qui a développé une plateforme qui permet de mettre en relation des gens qui développent des formations ou des activités pour des personnes, pour des seniors, avec des lieux de vie pour seniors, pour faciliter la mise en œuvre de ces activités-là. On va avoir, si on prend le sujet formation, alors là, on trouve beaucoup d'intelligence artificielle, des gens qui développent des solutions qui permettent de mettre en relation d'analyser les compétences au sein de l'entreprise, d'identifier, de les mobiliser et de les développer. Okay. On va, sur le domaine de la consommation, on regarde par exemple des sujets assez intéressants. Il y a beaucoup de sujets autour. Je pense que il y a une entreprise, tout le monde connaît Vinted, qui est le marché de l'occasion des vêtements. Et il y a des gens qui ont développé une plateforme assez intéressante qui est une sorte de vintage en marque blanche qui permet en fait à des marques d'offrir sur leur site une capacité de revente et de seconde main
mais qui est en fait opéré par une plateforme qui mutualise les moyens et les savoir-faire. Et donc, ça, nous, on aime bien. Nous, on aime bien tout ce qui est un peu, dans notre jargon, on dit B2B, donc tout ce qui permet business to business plutôt que de créer des marques commerciales. On va s'intéresser par exemple à une entreprise qui a développé une blockchain pour être capable d'avoir une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement dans le textile ou par exemple. Donc, on a plein de sujets qui sont des sujets assez technologiques avec des vrais business models sous-jacents et qui sont créateurs de valeur. Et nous, on investit sur des entreprises qui sont déjà assez mûres, ce qui est assez intéressant. C'est que, ne faut pas croire que c'est nouveau tout ça. Nous, on est un fonds, dans le monde du private equity, il y a la maternelle avec l'amorçage, le primaire, le collège et puis les universités avec le buy-out. Nous, on est un peu collège-lycée. On prend les entreprises au moment où elles sortent de la phase capital risque, elles ont déjà une technologie qui est prouvée, elles ont déjà des clients, elles sont en phase d'accélération. Si vous visualisez la courbe en J d'une entreprise, on vient au moment où elle sort du bas de la courbe en J. Mais évidemment, pour que ces entreprises existent, il faut que d'autres les aient portées avant. Et on a la chance en Europe d'avoir un très bel écosystème de capital risque qui a été très focalisé sur tous ces sujets depuis une dizaine d'années. Et donc, on trouve en fait des entreprises qui ont des stades de maturité intéressants pour nous et qui nous permettent de déployer cette stratégie. Donc moi, ce que je retiens en fait dans ce que vous venez de dire, Marc, c'est que c'est bien d'investir dans des boîtes de tech ou d'être sensible à l'intelligence artificielle, mais il faut aussi qu'on ait, et c'était l'objet de la conférence, le capital humain qui soit suffisamment développé, qui soit capable de gérer, de se remettre en cause, de saisir des nouvelles opportunités. Donc il faut des hommes. Bon, j'ai noté, j'ai compris. Marc, est-ce que vous voulez bien, je crois que le compteur tourne, moi j'aurais une question à vous poser sur, je ne sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, sur les grandes caractéristiques du fonds Palatine Europe Sustainable Employment. J'espère que tout le monde a compris avec mon super accent anglais, mais voilà. 2-3 minutes. Bon, ce que j'ai cru comprendre, attendez, Michel, c'est ce que je vais faire. Non. Moi, ce que j'ai compris, et merci de me dire, c'est des grandes capilles européennes. Oui. C'est des boîtes de croissance et de qualité. Oui. Vous allez chercher des oligopoles et avec un système d'exclusion. Moi, je trouve que j'ai regardé pour préparer cette conférence. Il y a une belle paire depuis le début d'année, c'est super. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait donc des valeurs, pas mal de valeurs exportatrices qui, compte tenu, je dirais, de la baisse. La compétitivité de l'euro, arrivera en fait à se positionner un peu partout. Est-ce que on a fait le tour ou est-ce qu'il y a d'autres sujets importants? Alors, non, vous avez dit… J'imagine. Vous avez dit beaucoup de choses qui sont vraies. Je pense que vous êtes prêts à vendre le fonds. C'est intéressant. En échange d'un pins, en échange d'un joli pins. Ouais. D'accord, je vous donne le pins la prochaine fois que je vous vois. Le fonds est article 9. Alors, je sais que c'est un petit peu moins d'importance aujourd'hui, mais ça veut dire que donc il a des objectifs sur cette dimension ESG très ambitieux. Ensuite, ce qu'on peut dire sur le fonds, et je crois que ce qui est important tout à l'heure, et pour revenir à ce qu'avait dit Marc, la mauvaise presse, pour le dire d'une certaine manière, de cette partie sociale, parce qu'on a investi dans des entreprises qui n'étaient pas nécessairement des entreprises qui recherchaient d'abord la rentabilité. Là, il y a 3 méga-tendances qui privilégient la construction du portefeuille. C'est l'évolution démographique, la transition écologique et la transition digitale. Ce qu'on cherche, c'est à constituer un portefeuille de grandes valeurs européennes qui trouve des solutions pour répondre à ces 3 méga-tendances. Alors, je vous donne un exemple. Dans l'évolution démographique, comment on joue l'évolution démographique? Enfin, c'est assez évident, mais c'est à travers la santé et le luxe, les cosmétiques. Donc, ça nous amène à avoir des portefeuilles d'entreprises que tout le monde connaît, comme sur le luxe LVMH, Hermès, L'Oréal, ou sur la santé, AstraZeneca, bioMérieux. Donc, on est vraiment dans des sociétés. On fait des choix marqués dans le portefeuille, parce qu'on part d'un horizon, un univers d'investissement qui est très large, d'environ 500-600 valeurs. On passe des filtres. Le filtre le plus important, c'est un filtre qui utilise des métriques sur l'emploi. Ces métriques sur l'emploi, on en a plus d'une centaine. Donc, vous voyez, c'est quand même très costaud. Et à partir de ça, on a un portefeuille concentré entre 35 et 40 valeurs.
Et donc ça vous aide ça vous aide à faire comment dire, une grosse aide à la décision pour acheter des valeurs que l'on connaît tous. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, moi je trouve qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de réinvestir dans ces boîtes européennes, de surcroît si elles ont une coloration capital humain, parce que à titre de comment dire de patriotisme économique, que ça soit d'ailleurs dans du côté, comme vous disiez Michel ou Marc, dans du non-côté, bah, il faut réinvestir. Et puis il faut qu'on aide ces boîtes qui font des efforts dans cet univers concurrentiel, eh bien à se différencier. Peut-être Pascal, est-ce que Pascal, on est pile dans le délai. Pascal, est-ce que vous voulez bien revenir Cédric, parmi nous? Est-ce que vous me laissez dire un mot sur mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Marc, et juste avant pour que Pascal se prépare, Pascal, vous nous montrerez, s'il vous plaît, sur le site Patrimeta, comment est-ce qu'on fait pour accéder au site de Palatine et de Mirova avec les différentes informations, s'il vous plaît. Je vous prends un peu à froid, mais c'est pour ça que je me permets de vous dire. Marc, avec plaisir. Je vais aller très vite. Donc, c'est effectivement un fonds de private equity. Il est éligible, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois des clients privés et des clients institutionnels. Pour les clients privés, il y a deux formats. Il y a un accès en direct en compte titre. On peut souscrire à travers la plateforme Private Corner qui utilise pour la souscription. Et puis, on a aussi un FCPR. Caractéristique, il est SFDR 9. C'est un fonds qui est fiscal et qui est éligible aux 150 0 BTR, donc au réemploi, qui peut être un vrai sujet. C'est important. Oui, c'est important ça. C'est pour ça que je me suis permis, parce que je n'avais pas encore mentionné cette petite dimension. Et effectivement, nous, on a eu un tiers de la levée du premier fonds qui était sur ces thèmes-là. Et comme on investit à 50% en France, 50% en Europe sur des sujets que tout le monde comprend, quoi. Vous l'avez dit vous-même, on a tous des personnes âgées, on a des enfants, on a des employés, donc on consomme. On trouve que, entre autres, sur le volet 150 0 BTR, quand on interagit avec des entrepreneurs, c'est très enrichissant. Et je pense pour les deux parties. Et donc, c'est une des caractéristiques de son, c'est d'être très concret et proche de nos territoires. Bon, Marc, merci pour cette conclusion, parce qu'en fait, c'est vous qui avez fait la conclusion, et c'est très bien, et c'est très bien. Pascal, est-ce que vous voulez bien nous montrer comment ça se passe chez Patrimeta pour aller chercher cette information? Eh ben, avec grand plaisir. Alors déjà, je voudrais faire un petit message à Marc, hein, s'il veut investir dans Patrimeta, il n'y a pas de problème, puisqu'on répond quand même à pas mal de ses critères, hein, puisque c'est de la reconversion d'anciens talents. Donc, ça peut aider à éviter les pattes tout de suite pour ces vieux qui font du digital et de la technologie. Oui, alors sur Patrimeta, comment retrouver effectivement les produits sur le capital humain? Vous savez que le gros intérêt sur Patrimeta, c'est qu'on a un petit concierge qui nous permet de retrouver très rapidement les typologies. Donc, si effectivement je mets capital humain, j'affiche les résultats et vous allez voir effectivement Mile, donc Mirova, Impact Life et Chanchol. Et puis, alors on pourrait mettre des titres en français, ça serait plus facile pour moi. Et puis, Palatine Europe Sustainable Employment, que vous retrouvez tout de suite. Donc en appuyant dessus, on a directement la presse. Directement en appuyant dessus, si j'appuie sur Palatine, vous allez retrouver une fiche complète du produit. Ce que vous pouvez faire aussi très rapidement, c'est retrouver ces produits via d'autres plateformes. Hop, j'ai été un peu vite parce que je suis gêné avec la vision. Voilà, je vais aller voir sur le site de Mirova. Super, il y a du stock, il y a des partenaires. Voilà, et puis vous allez avoir tout de suite les produits avec on appuie, derrière. On appuie sur la cloche à chaque fois, c'est ça. On appuie voilà, sur la cloche. Et la cloche, vous aurez à la fois la partie visibilité du produit et puis effectivement tous les bons commentaires, toutes les news relatives à ce que dit Mirova sur leurs différentes stratégies en matière de private equity et de titres. Toute la bonne documentation sera retrouvée sur le stand de Mirova et puis à l'identique.
On regarde si sur vous Palatine. allez sur Tiens, on regarde sur Palatine, Palatine, vous allez retrouver tous les bons produits de chez Palatine assez Donc, toujours rapidement, avec rapidement les produits qui vont bien ici, et notamment les produits Palatine Planet et court terme en complément de Europe Sustainable Employment. Voilà, Bon, très rapidement. Bon, merci Pascal. Moi, je voudrais juste te dire pour les personnes qui nous regardent, c'est que moi, le site Patrimeta, je trouve que c'est malin parce que ça nous permet vraiment dans un espace clos de pouvoir récupérer pas mal d'informations à travers différentes sociétés de gestion et d'aller chercher les documents, voire prendre contact aussi avec, à travers sur certains stands, un assistant virtuel qui permet de prendre contact directement avec notre contact. Je trouve que c'est bien, voilà. En tout cas, Pascal, malgré par rapport à votre remarque de recyclage, je trouve que malgré votre âge canonique, qui ne paraît pas du tout à dire à l'accueil, vous êtes plutôt bon et je trouve que c'est très malin de ce que vous avez fait. Est-ce que Pascal, il y a eu des questions, des questions dans la salle? Parce que moi j'ai tout dit là, j'ai tout dit. J'en ai plus. Je vais vite regarder ce qui se passe sur la salle. C'est vrai que vous n'avez pas dit que Palatine Europe Sustainable Employment est un fonds PEA. Ça, vous ne l'avez pas dit. Ah, ok, PEA. Alors, Michel, Pascal, ça c'est un sujet important pour nous. Michel, les fonds, ils sont éligibles dans quelle plateforme? Dans toutes les plateformes d'assurance vie, grandes plateformes d'assurance vie. Donc moi, Donc moi, ce que je vous invite, Michel, c'est n'hésitez pas à publier un truc, parce que pour nous, c'est super pratique. Le tableau d'éligibilité des fonds, chez qui et où est-ce qu'il est, parce que ça nous permet de gagner du temps. Voilà. Parce que, moi, je trouve que, je fais une deuxième conclusion. Pour ma part, sincèrement, j'ai trouvé que c'était intéressant nos échanges parce que il en ressort deux choses. Un, c'est que je dirais il faut des hommes, et il faut des hommes, et il n'y a pas de doute là-dessus, même dans ce contexte actuel de disruptif, il faut des hommes. Moi, je retiens une chose, c'est qu'effectivement, avec le fonds de Michel, qui va bientôt nous dire dans quelle crèmerie on peut les acheter, on peut investir dans des grosses capes européennes qui font beaucoup d'efforts pour être compétitifs, pour pouvoir exporter et se différencier. Et je pense que c'est important qu'on ait un patriotisme économique. Et puis, sur le fond, et depuis le début d'année, on le voit, la perf. Et je pense qu'il faut profiter il faut reprendre le train. Là. Il faut oser reprendre le train de l'Europe, c'est évident. Et sur Mirova, moi, j'ai retenu un élément que je ne savais pas. 150 obétaires. Ça, c'est important parce qu'on a tous dans nos cabinets 1, 2 ou 3 transactions et le chef d'entreprise, il va être sensible à des thématiques d'éducation, de ressources humaines, d'accompagnement, de longévité de la vie et des personnes, et je trouve que c'était très intéressant. Pascal, je vous ai interrompu une deuxième ou troisième fois. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou pas? Oui, alors déjà, je vais répondre à Michel. Donc, si sur Patrimeta, bien évidemment, on peut identifier très rapidement les fonds qui sont PEables. Par contre, on ne peut pas encore faire les 150 obétaires. Donc, je vais m'empresser, j'ai noté tout de suite le point pour que le conseiller en gestion de patrimoine puisse tout de suite identifier les fonds qui répondent à ces objectifs. Et Pascal, je pense que dans votre, parce que je sais que moi je reçois tous les samedis matins, mais comme tout le monde d'ailleurs, tous les samedis matins votre newsletter. Je pense que c'est pas idiot, effectivement, de faire peut-être un petit focus sur 150 obétaires parce qu'on a tous des demandes et c'est pas facile à retrouver Donc merci par avance de votre aide. On va faire ça. Les questions, je pense qu'on les a un peu traitées. On a une question qui porte sur le partage aujourd'hui entre E et S. Notamment, et on se posait la question, en tout cas nos éditeurs nous posaient la question sur le fait qu'ils trouvaient pléthore de fonds sur l'environnement, que ce soit en climat, transition énergétique, gestion des déchets, biodiversité et j'en passe, et très peu en fait aujourd'hui sur la partie fonds sociaux, voire sociétaux. Mais ça va changer là maintenant, ça va changer. Oui, ou pas, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des bons avec des gros actifs. Comment on peut expliquer ce phénomène de
de distorsion entre d'un côté le critère E et S. Alors je sais que Michel a commencé à y répondre tout à l'heure, mais je pense qu'il n'a pas été peut-être au bout de sa réflexion, et puis Marc s'il peut compléter. Alors, moi, je pense que l'idée et le partage d'expérience, c'est que nous, on s'est interrogé là-dessus en amont. Donc, les questionnaires de clients ont ajouté la dimension recherche d'identification des besoins en termes enfin, des préférences en matière de durabilité du client. Et on s'est dit que ça serait intéressant de flécher nos produits vers des solutions qui répondent à cette motivation sociale qui est forcément une motivation qui est très très partagée. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé un fonds. Parce qu'en ce moment, un fonds coté, partir de zéro, ça pose le problème de taille critique que tu évoques, Pascal. Donc, c'est un accélérateur de croissance. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un fonds de leader européen exportateur. Et quand on a implémenté le nouveau process, après longue réflexion, finalement, on a eu un portefeuille où on n'a pas eu tellement de modifications que ça à faire parce que les leaders européens déjà intégraient les dimensions qu'on recherche à travers ça. Donc, le sujet, c'est la performance. Et puis après, c'est chaque maison doit se rendre compte que ça offre une solution aux clients. Moi, j'aimerais bien voir plus de fonds sur l'emploi arriver sur le marché parce que ça serait un peu une réussite du sujet, de la prise en compte du sujet. Donc, resserrer ce gap. Alors, l'autre explication, c'est que intuitivement, et pas qu'intuitivement, on a trouvé des mesures de tous ces sujets climatiques. Le bilan CO2, c'est très concret, c'est calculable. Il y a des entreprises qui s'en occupent. Sur le social, aujourd'hui, c'est un petit peu moins facile. Et on n'a pas de référence. On a moins de références. Marc, en mot de la fin? En mot de la fin, je pense que c'est deux choses. C'est en tout cas sur la partie private equity, c'est la réglementation. Comme 2015, ça commence à imposer à calculer les empreintes carbone, donc ça commence par le climat. Et donc, assez naturellement, il y a eu une focalisation sur les sujets environnementaux, que les gens comprennent aussi très directement. Si je vous dis, on parle éolienne, on peut déclencher un grand débat tout de suite, panneaux solaires. Donc, il y a une dimension, je pense, de compréhension de la création de valeur qui est beaucoup plus directe sur l'environnement. Sur la dimension sociétale, il faut faire plus de pédagogie pour deux raisons. Celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire les premiers fonds qui étaient sociaux et qui n'étaient pas sociétaux. Et puis le fait qu'on atteint maintenant à des niveaux de maturité où on trouve des business models qui permettent de faire de la rentabilité. Donc pour moi, c'est assez normal en fait que qu'il y a un peu un retard de phase sur les dimensions capital humain par rapport aux sujets environnementaux. Mais à la fin, je pense que si on veut sauver la planète, c'est pour sauver l'humanité. Et que donc, en fait, c'est toujours une question de capital humain. Et je pense que message pour nous, le CGP, c'est super intéressant d'être au début de la vague, et de pouvoir, d'être une force de proposition sur des sujets qui nous concernent, mais que l'on va continuer à déflorer avec les clients, dire tiens, moi j'ai assisté à une conférence sur le capital humain qui utilise, y compris gérer des passerelles avec l'intelligence artificielle, c'est d'actualité. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. Moi, voilà ce que j'en tire, ce que j'en ai appris. Je pense qu'on a largement dépassé le délai. Il y a plein de questions. Pascal, on s'est tout dit? Oui, je pense qu'on s'est tout dit. Juste une petite précision. Sur le stand Mirova, le fonds Mile que vous allez retrouver, il est dans son format SLP pour l'instant. Il n'est pas encore dans son format capital risque. Mais là, effectivement, dès qu'on aura tous les agréments, on mettra ça à jour pour que vous ayez à la fois le produit en SLP et le produit en référencement auprès des compagnies d'assurance.
Bon, et ben on a quand même réussi à tenir 54 minutes sur un sujet de ce type. C'est bien, bravo. Michel, merci beaucoup pour votre contribution. Marc, c'était très clair aussi. Et puis, Pascal, merci de cette initiative osée de cette thématique en plein sommet de l'IA. Voilà. À très bientôt. Et merci pour ce que vous faites, Pascal. Merci. Merci à vous de votre contribution. Ça nous est utile, ça nous est utile Merci. pour nous CGP. Merci pour votre contribution et prochaine conférence le 13 mars sur la gestion flexible. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici là, je n'ai pas trop regardé les événements, mais j'espère qu'on tombera bien aussi. Allez, merci en tout cas pour vous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, à bientôt.